C'est parti jusqu'à Arthez de Béarn pour 30 km, plus ou moins 1 ou 2 km, mais c'est souvent plus que moi. Le temps est toujours gris, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui, donc on va voir ce qu'il en est. Mais au moins j'ai eu le temps de faire sécher mes habits hier soir. Allez, go! Les maisons du coin ne sont pas en pierre de taille, elles ne sont pas en aglo, elles ne sont pas en briques, elles ne sont pas en torchis, elles sont en galets. Des maisons en galets. Ça doit pas être facile à construire tout ça. Ça doit rouler partout. Voilà, c'était la minute maçonnerie de cette étape. Bon, où est le balisage ? En tout cas, le début de l'étape est plus sympa qu'hier. Je sais pas si ça va durer. Et grande nouvelle pour moi, je suis passé dans le dernier département français que je dois traverser, les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, c'est cool. Et comme on est dans les contreforts des Pyrénées, le paysage est tout de suite plus vallonné. Alors, 614 plus 908, ça fait 1522 km. 1522 km, c'est bien ce qui est marqué sur les panneaux au début de la voie du Puy, au Puy-en-Velay. Ça fait plaisir quand même. Bon, encore 900 km quand même. Un autre exemple de l'architecture typique des fermes de la région. Premier niveau en galet et deuxième niveau en torchis. C'était la minute architecture de cette étape. Faut quand même que je pense à parler de la guerre de 100 ans. Mais pour l'instant, ça descend et ça glisse. Parce que les galets mouillés, ça glisse. Je pense qu'il va falloir que je remette la cape de pluie. Bon, maintenant que la côte est passée, il est temps de reprendre la guerre de 100 ans. En 1350, Jean de Lebon, et non pas Jambon, elle est facile mais fallait que je la fasse. Donc Jean de Lebon, fils de Philippe VI de Valois, devient roi de France. Il est évidemment confronté à une situation quelque peu délicate. Situation que je résume après la descente qui glisse. Les Français ont subi une succession de défaites cuisantes, dont celle de la bataille de Crécy, où les chevaliers français ont chargé dans la Gadoue comme des idiots.
il y a un événement crucial qui est survenu à la bataille de Crécy. Il y a eu un orage, non prévu par Météo France. Du coup, Philippe VI a hésité. Il a dit non, mais c'est mouillé, le terrain va être lourd, donc on n'attaque pas. Mais tous les seigneurs étaient surexcités. Du coup, Philippe VI, qui ne voulait pas jouer petit bras, s'est surexcité lui aussi. Un commentateur du PMU aurait qualifié le terrain de lourd, et donc que les pronostics étaient soumis à de nombreux impondérables. Tout le monde, sur leurs gros chevaux, dans leurs grosses armures, très lourdes, ont chargé à travers un champ de galop. Je reprends après la grosse flaque qui mouille. Mais nos chevaliers s'en moquaient souverainement. Il fallait foncer dans le tas, comme Obélix quand il voit des Romains. Les Anglais, de leur côté, notamment leurs archers gallois, avec leurs arcs longs, attendaient tranquillement derrière leur palissade que tout ce beau monde arrive à portée. Et forcément, ils criblèrent les chevaliers de flèches. Oh, les Français avaient bien des arbalétriers génois. Le problème, c'est que sous la pluie, leurs arbalètes étaient très peu efficaces. Dit autrement, les Génois étaient gênés. Du coup, les Anglais ne sont pas gênés. Vraiment sans gêne, les Anglais. Inutile de vous dire que la fine fleur de la chevalerie française s'est faite ventiler et éparpiller façon puzzle. Je reprends après la grosse flaque qui mouille, qui est exactement la même que celle que vous avez vue tout à l'heure, mais pendant que je vous parlais, j'ai raté un embranchement. Ah ah ah, quel gland! Du coup, je fais demi-tour. Cette fois, je vais essayer de trouver le chemin. Il doit être là-bas. Je dois avoir un ancêtre chevalier qui a foncé dans le tas à Crécy sans regarder les flèches. Ensuite, après la côte qui monte, et j'entends un clocher. Ça veut dire qu'il y a un bar pas loin. Jean de Lebon, donc, qui succède à son père Philippe VI de Valois en 1350, hérite donc d'une situation difficile. Les défaites cuisantes face aux Anglais, la perte de larges portions du territoire français, et des richesses forcément qui vont avec, donc de pognon. Les intrigues de Charles le Mauvais, dont je vais parler tout à l'heure, il va falloir sortir les Doliprane. Et évidemment, pour couronner tout ça, la peste noire qui sévit à cette époque. Changez rien, tout va bien. Alors, les défaites, dont la bataille de Crécy, ça c'est fait. La peste noire, j'en parlerai pas parce que ça demanderait plusieurs étapes à elle seule. Les intrigues de Charles le Mauvais tout à l'heure, je vais parler de la situation économique. Moins de territoire, moins de ressources, moins de richesses, moins de recettes fiscales, moins de pognon. Du coup, Jean de Lebon va trouver l'astuce. Il va procéder à ce qu'on appelle des mutations monétaires. Qu'est-ce donc qu'une mutation monétaire? C'est l'équivalent de la dévaluation dans les temps modernes. Sauf que comme on n'a pas de planche à billets pour multiplier les billets, on va diminuer le titre en métal précieux des pièces. C'est-à-dire que dans une pièce nouvelle, il y aura moins d'or que dans la pièce ancienne. Ça permet d'avoir plus de pièces avec moins de métal précieux. Du coup, ça provoque un certain mécontentement. Parce que si on dit que les nouvelles pièces avec moins de métal précieux dedans, c'est exactement la même chose que les anciennes qui ont plus de métal précieux, c'est pas tellement honnête. Pour prendre un exemple parlant, si au petit déjeuner,
vous êtes habitué à mettre 5 cuillerées à soupe de chocolat en poudre dans votre bol de lait. Et que votre mère vient et dit non, non, 5 c'est trop, on n'en met que 2, de toute façon, c'est la même chose, ça fera quand même un bol de chocolat au lait. Eh bien, elle pratique non pas une mutation monétaire, mais une mutation chocolatière. Quand même, 5 cuillères à soupe, c'est un minimum. Enfin, après les défaites, la peste noire, la situation économique et la décrédibilisation de la noblesse française, Jean de Lebon doit faire face à un autre problème, à Charles II de Navarre. Charles II réunit toute la généalogie des Valois, se fait livrer 3 caisses de Doliprane et va prendre un café. Comme moi, tiens. Après ce café réparateur, où en étais-je? Ah oui, Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais. Après s'être fait livrer ces 3 caisses de Doliprane, avoir étudié toute la généalogie des Capétiens, dont les Valois, et épuisé ces 3 caisses de Doliprane, il tient le raisonnement suivant. Si ma mère, donc Jeanne II de Navarre, est la fille de mon grand-père, Louis X le Hutin, ancien roi de France, moi-même fils de ma mère, je suis petit-fils de Louis X le Hutin, donc petit-fils de roi de France. Simple, logique, clair, lumineux, imparable. L'actuel roi de France, lui, qui a hérité de la couronne à la mort de Charles IV, il est que cousin. Même pas descendant direct, que cousin. Donc, c'est moi qui ai la fève, et c'est moi qui ai la couronne. Donc, le royaume de France, il est à moi. Et c'est ainsi qu'il revendique la couronne de France. Il va d'abord intriguer avec le dauphin, Charles, le futur Charles V, puis avec les Anglais, et puis il va se retourner contre Charles V pour essayer d'empêcher son sacre. En 1364, il lève une puissante armée, mais il se fait vaincre à la bataille de Cocherel dans l'Eure. Entre-temps, il avait bien essayé de récupérer le duché de Bourgogne, parce que le pinard de Bourgogne, c'est quand même bon, mais il n'avait pas réussi. Le duché de Bourgogne avait été donné à Philippe le Hardi. Philippe le Hardi, premier duc valois de Bourgogne. Valois encore. Philippe le Hardi, qui était le fils de Jean de Lebon, alors roi de France. Avouez que pour l'instant, c'est simple. Maintenant que vous savez tout de la situation difficile dont hérite Jean de Lebon, nous allons passer à la suite, après un petit intermède champêtre. Oh, quelle belle foulée là-bas au fond. Voilà, c'était l'instant vache de cette étape. J'aime bien les vaches. La suite, quand il pleuvra un peu moins. Parce que là, j'ai dû remettre la cape. Ça sent encore le montage vachement simple, ça. Pas mal les attaches capuches. Malgré la situation, Jean de Lebon essaie de la redresser. À cette époque, évidemment, les Anglais multiplient les chevauchés.
dont celle du prince de Galles, Édouard de Woodstock, comme le festival de musique. C'est le fils d'Henri III, le roi d'Angleterre. Il commence sa chevauchée et à la moitié, il arrive à Poitiers. Jean de Lebon est quelque peu excédé. Et il prend la décision de stopper Édouard de Woodstock en disant on va pas faire les choses à moitié, on va aller à Poitiers. Ça se passe en 1354 et hélas, en 1354, on se fait piquer notre roi de France par les Anglais. La loose. Jean de Lebon est capturé par les Anglais et amené en captivité. Tu une caresse. Bon allez, cette fois, je me mets en route. Hein. Bien, après cette pause agrémentée d'un petit café pris dans l'épicerie du village, je vais donc terminer le récit, haché comme d'habitude, de ce que fut la première phase de la guerre de 100 ans. Jean de Lebon est donc prisonnier des Anglais, donc on a perdu la Troie. Ça, c'est ballot. Il y a bien le dauphin qui deviendra plus tard Charles V, mais pour le moment, on ne sait pas trop quoi faire. Du coup, les États généraux se réunissent et décident de libérer Charles II le Mauvais. Charles le Mauvais qui, si vous vous souvenez, complotait contre le roi qui maintenant est chez les Anglais. Charles II qui, en tant que petit-fils de Louis X le Hutin, est aussi cousin de Jean de Lebon, le roi capturé. Charles II qui, en tant que petit-fils de Louis X et cousin de Jean de Lebon, est aussi son gendre. Ouais. Parce qu'il a épousé Jeanne de France, la fille de Jean de Lebon. Sérieux, c'est compliqué vos affaires de famille. Hein. En faisant appel à Charles II, les États généraux espèrent qu'il va protéger la France d'une défaite face aux Anglais. Mais Charles II, lui, rien à péter. Il en profite pour se tailler des fiefs supplémentaires. Comme si la situation n'était pas assez mauvaise, en 1358 éclate la Grande Jacquerie. La Grande Jacquerie, c'est comme les Gilets jaunes, mais sans rond-point, sans Ricard et sans CRS. Cette Grande Jacquerie sera finalement réprimée et Édouard III, qui réclame pour la libération de Jean de Lebon 4 millions d'écus d'or, finira par signer une trêve à Brétigny en 1360. Le traité de Brétigny après la Gadoue. Le traité de Brétigny est signé le 8 mai 1360 entre Édouard III d'Angleterre et le dauphin Charles pour la couronne française. Dauphin Charles qui deviendra Charles V. À l'issue de ce traité de Brétigny, l'Angleterre obtient la Guyenne, la Gascogne, le Rouergue, la Genée, l'Armagnac, le Limousin, enfin bref, tout le sud-ouest, c'est-à-dire tout le pinard, tout le bon alcool, le confit de canard, le foie gras, tout le gras du sud-ouest. Oh. La situation est grave. Le futur Charles V réussira-t-il à nous sauver d'un régime mouton à la menthe, thé de 5 heures, pendant que les Anglais se gaveront de confit de canard, de foie gras, en buvant du vin rouge de Gascogne et de l'Armagnac? Demain,
je vous parlerai de la seconde partie de cette guerre de 100 ans, et notamment de l'héroïne qui mettra le feu, Jeanne d'Arc. Oui, je sens que ça va être galère à monter toute cette histoire. Enfin bon, il me reste plus que à peu près 6 km. Et il est temps que j'arrive parce que je baigne un peu dans mon jus. À partir du genou jusqu'aux chaussures. Mais bon. Comme d'habitude, les fins d'étape sont toujours les plus longues. C'est marrant parce que plus je me rapproche des Pyrénées, moins je les vois. C'est ballot. J'arrive à l'entrée d'Arthez de Béarn. Pour l'instant, j'en suis à 30 km et demi. Ça va bien faire une étape à 31 ou 32, dans la mesure où le panneau est assez loin du centre-ville. Bon, j'ai plus qu'à trouver mon gîte. Ça fait un bon kilomètre que je longe cette zone pavillonnaire qui n'en finit pas. Ah, je dois arriver au centre du village. Le dortoir est sympa. Fin de cette étape de 32 km et demi, bien humide. Maintenant, je vais prendre la douche, essayer de maintenir l'ongle de mon gros orteil gauche qui est en train de se faire la valise, mais c'est pas douloureux, donc ça va. Et puis après, je vais me reposer un peu. Voilà, à demain pour de nouvelles aventures.